Bon, Tu restes sur le côté là ou pas? pardon? Tu restes sur le côté là? Yes. Yes, pour histoire d'être dans le viseur de la caméra. Donc là, je vais faire une intro d'une série de cours que je vais faire sur la tactique, l'histoire des échecs et avec des illustrations, illustrer tout ça par des analyses de parties, notamment sur des parties où figure le gambit roi. Donc là, ça va durer 10 minutes. Je vais brièvement expliquer pourquoi je parle de tout ça, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi je pense que c'est important. Donc la tactique, pour moi, tout simplement, la tactique, pour moi, c'est le domaine le plus important des échecs. Hein. On peut étudier autant d'ouverture qu'on veut, on peut étudier autant la stratégie qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on saisit pas les opportunités tactiques, notre niveau n'augmentera pas. Donc la tactique, c'est quoi? C'est assez difficile à définir, mais grosso modo, c'est l'exploitation sur le court terme d'un avantage, grosso modo. C'est savoir faire le mieux possible avec les moyens qu'on a en ce moment, contrairement à la stratégie qui est de la prévision sur le long terme. Donc, un des premiers motifs tactiques qui est appris, c'est ça, hein, c'est le maths du couloir, hein, les faiblesses à la première rangée. Donc là, tout le monde, très au noir, tout le monde voit la réponse. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se poser la question, les blancs, ils ont combien de coups là qui les sauvent, si c'est à eux de jouer? Hein? Avec la tour? Moi, j'en vois 6. Oui, non, mais oui. Il y a la tour, il y a les pions, il y a le... Oh, voilà. 1, 2, 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est un motif tactique simple. Donc, une fois qu'on sait ça, comment on peut progresser en tactique? Et ben, en faisant des exercices plus compliqués. Des exercices plus compliqués, ça va toujours plus ou moins être basé sur ces mêmes motifs-là, mais avec des combinaisons avec d'autres motifs. Et en plus de cela, il y aura un registre de compétences qui est assez difficile à définir, qui est la compétence d'un joueur à provoquer ses tactiques, à pousser son adversaire à créer les faiblesses qui permettent d'exploiter ses tactiques. Voilà, on est déjà plus à chemin entre la stratégie et la tactique. Mais là, par exemple, sur les faiblesses à la première rangée, j'ai un puzzle déjà un peu plus fun, qui est celui-là. Celui-là, il est cool. J'en profite pour présenter ce livre, hein, qui est, moi, c'est le meilleur livre de tactique du monde. Il est trop bien. Il y aura en fait, dans le sens où les exercices, d'un point de vue du calcul, sont pas forcément durs. Dans le sens, il n'y a pas besoin de calculer loin. Mais par contre, ça demande d'être vachement créatif et de considérer des coups qu'on ne considère pas forcément. Genre, que ce soit mettre une pièce sur une case en prise, tout bêtement. Tac, tac. Je crois que c'est tiré d'une vraie partie. Est-ce que tout y est? C'est tiré d'une vraie partie de Alekhine contre Freeman. Alekhine qui était le combienième champion du monde, je ne sais plus. Quatrième, il y a eu qui? Il y a eu Steinitz, ensuite Capablanca. et Alekhine direct. Je crois, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est cet ordre-là. Donc, Alekhine a les blancs, Alekhine joue, Alekhine gagne. Et connaissant le simple maths du couloir montré tout à l'heure, comment exploiter cette connaissance tactique dans un schéma bien plus compliqué. Je me mets un peu en retrait. C'est très blanc. Le sacrifice de dame. Sacrifice de dame. Voilà. Non. Si tu montes la tour directement à 8, il y a maths. Hein? Si tu montes la tour à 8. Prends la dame. Prends la dame. Lui, il te reprend. Oui. Et après, tu mets la tour et tu échec.
Non, parce que Non, y a parce qu'il y cavalier aura peut le venir. cavalier qui va couvrir. Le cavalier peut venir. En fait, c'est le cavalier qu'il faut éliminer, Pierre. Le cavalier peut aller en F8, Pierre. En fait, c'est ton Non, mais cavalier du coup. la tour qui est en E1, elle va en E8. Ouais, mais si tu prends le cavalier direct, Donc ça, pour le moment, c'est J'avais pas vu. pour le moment c'est ça. on prend Et le ensuite? cavalier. Non, 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 reviens Eh au ben, départ. Tu prends la dame? Non, le cavalier. Pourquoi? Prends la dame. Ouais, c'est quoi ton Tu fais idée? échec après avec le cheval? Tac, tac. Ou tu veux échec comme ça plutôt? Non, il y a la tour. Oui, oui. Comme ça, tac. Non, Ah non, bah, remettez. C'est la dame prend cavalier. Vous éliminez le défenseur. Il vous faut éliminer le défenseur. Reviens à l'origine. C'est le premier bon coup, j'ai dit, celui-là. En forçant? C'est Avec forcé. la dame? Et là, le prochain, allez, je donne des indices, on va pas y passer non plus trop longtemps. La dame? Le prochain coup, c'est un. Attends. Et puis, tu fais. Prochain coup, c'est un coup de cavalier. Cavalier échec. Tout ça. En H6. Yes. Ça sert à quoi? Mais là, Soit il la peut pas dame. manger parce qu'il se met à... Voilà, le cavalier, Échec. le roi est obligé de se bouger en H8. Si le roi il bouge en la H8, dame. c'est mat direct. Eh oui. Mais s'il prend avec la dame, On prend du cavalier. On prend le cavalier. prise, prise. tu la montes dame avec fait la dame mat. après la roue. Et bim. Échec et mat. Allez, kin un point. 0 pour Aliki. Il est fort, ce Valétine. Ouais. Ben ouais, Pas autant mais. que. Alekhine, il était réputé pour être très très fort. Ouais. Il était réputé pour piquer des crises de colère épouvantables aussi quand il joue perdait. beaucoup là. Pas autant que. Tal. Et il n'y a pas le même Et là, vous avez vu, on a tous galéré à trouver le puzzle, quoi. Et qu'on savait qu'il y avait une solution. Pour trouver ça en partie, ça relève d'une acuité de jeu assez exceptionnelle. Ouais, ou alors il faut faire des parties d'angle, quoi. Et maintenant, le deuxième sujet que je vais aborder dans ces séries-là, ça va être l'histoire des échecs. Donc en fait, l'histoire des échecs, pas tant que ça, je vais surtout parler de la période romantique des échecs. Donc il y a eu un peu des périodes, comme avec la musique, classique, romantique. Quoique avant, la première partie d'échecs qu'on a historiquement, elle date du 15e siècle. C'est une scandinave, une défense scandinave d'ailleurs. Mais avant la période romantique, il y a moins de données historiques et les joueurs, je crois que c'est à partir de la période romantique que les joueurs ils commençaient vraiment à devenir très bons, quoi. Et pourquoi faire de l'histoire, je pense que c'est important. Je pense que ça permet de bien mieux comprendre les ouvertures et les techniques qu'on utilise aujourd'hui. Tout simplement, bah tiens, je voulais parler du Gambit roi. Tac, tac. On reviendra sur ces premiers coups plus tard. Ça, c'est la ligne principale. Et maintenant, je crois actuellement, le coup le plus joué en ce moment, c'est ça. Et pourquoi? Moi, ça me paraissait bizarre au début. Genre, ça bloque le fou de case noire, ça m'a l'air un peu passif, c'est un peu nul. Mais il y a une bonne raison. Et d'ailleurs, c'est Fischer qui a popularisé ce coup. La variation Fischer, avec laquelle il prétendait, et je pense que c'est une prétention un petit peu exagérée, avoir réfuté le Gambit roi. Depuis, on n'en a plus connu de Gambit roi quand même, depuis Fischer. Hein, Et maintenant, si je vous dis que la ligne la plus courante, avant ça, après ça, c'était ça. Donc ça donnait une activité assez folle par la suite au blanc. Ben, c'est que s'il y a ce pion-là, le cavalier, il vient pas là, tout simplement. Et il y a des petits coups subtils comme ça, qui sont construits au fur et à mesure de l'histoire, qui permettent au final d'orienter le jeu, ou plutôt d'orienter le jeu en dehors des variations qu'on n'a pas envie de voir chez son adversaire. Donc on va commencer par la partie. Hein. Je crois que les 10 minutes sont déjà presque passées. Le Gambit roi qui était très très populaire
au XVIIIe siècle, enfin 19e, pardon, 1850, aux alentours de 1850. Moi, c'est une ouverture que je trouve magnifique. Quand je la regarde, j'ai encore un peu des papillons dans le ventre. Donc, c'est quoi le but, tout simplement? C'est une époque où il y avait presque un sens de l'honneur, dans le sens où fallait prendre des risques, quoi. Fallait faire des ouvertures à double tranchant. C'était une époque où D4, le début D4, c'était considéré comme une ouverture irrégulière. Qu'est-ce qui est important dans les ouvertures? Ouais. Et ça permet de faire quoi? Au même titre que je pourrais poser la même question avec le gambit dame. Hein. Ça permet de faire quoi, ça? Échange un pion de l'aile contre un pion du centre. C'est ça le but. Oui, mais plus important au court terme, parce qu'effectivement, les pions de l'aile, ils sont un peu moins importants que les pions du centre en début de partie, mais surtout plus important sur le court terme, c'est que le noir, il perd un pion central. Là, son pion là, il contrôle pas des cases intéressantes, en tout cas sur le court terme. Et c'est pour ça que les coups les plus connus, les plus utilisés contre ça, c'est soit ça, qui permet de tout de suite rééchanger s'il y a prise. Et c'est pour ça que, par exemple, un coup comme ça, ben, c'est pas joué. Tout simplement. Parce que sur prise, enfin, c'est joué, mais c'est considéré comme étant bien plus difficile. Tiens, on me voit à moitié, là. C'est considéré comme étant bien plus pénible, en fait. Parce que sur ça, il y a ça, quoi. Et encore, mieux que ça. Parce que là, ça donne du contre-jeu. Encore plus précis que ça, il y aurait ça. Simplement pour empêcher d'abord les contre-poussées comme ça. Et après, je sais pas, sur un coup comme ça, là, tu pousses. Et là, vraiment, tu fais en sorte que l'autre ait aucun contre-jeu. C'est pas gagné pour les blancs, mais c'est plus facile. Parce que tout simplement, les noirs sont la défensive et ils ont moins de possibilités. On revient au gambit roi. C'est le même objectif, sauf que ça se passe à l'aile roi, donc c'est beaucoup plus agressif. Et il y a cette poussée F qui aboutit à tout un tas de faiblesses. Hein. Donc, là, je vais parler d'une des parties les plus célèbres, hein, Andersen, le grand Andersen contre Kieseritzky. Donc là, c'est accepté. Il y a des moyens de le réfuter qu'on verra plus tard. Tiens, je vais parler un petit peu du gambit roi, vite fait, avant. Par exemple, une des réfutations les plus connues, c'est ça. Tiens, vous jouez quoi là-dessus? C'est une ouverture vraiment à double tranchant, il faut faire gaffe à chaque instant. C'est tactique dans tous les sens. Sortir le cavalier, parce qu'il y a l'échec de... Sortir le cavalier, c'est pas mal. Il y a d'autres coups en tête? Que prendre là, c'est bien. Ça va donner du jeu. Ça va être très dur pour les blancs si tu prends. G3, je suis pas chaud du tout, ça. Non, je crois que ça crée trop de faiblesse, ça. Surprise, reprise, dame là. Et même surprise, ça, en fait, c'est déjà, en fait, perdant pour les noirs. Enfin, pour les blancs, pardon. Parce que dame là, échec. Si je fais ça, la dame, elle va là, échec, elle prend la tour. Si je fais pas ça, je monte le roi. Et il y a quand même prise échec et les blancs, ils peuvent quasiment déjà abandonner. Et ça caractérise bien le gambit roi. C'est vraiment une succession de situations où il faut vraiment faire extrêmement gaffe. On revient à la position de départ. Donc, Andersen contre Kieseritzky, c'est accepté tout simplement. Et là, il y a une des variantes qui se faisait beaucoup à l'époque, qui se fait beaucoup moins maintenant. La seule personne que je connais qui joue encore ça, sérieusement en tournoi et qui est très 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 forte, c'est Judith Polgar. C'est ce coup-là. Donc, qu'est-ce que ça donne envie de faire pour les noirs? C'est ça. Mais le fou, il libère la case F1. Voilà. Et en fait, moi, pareil, c'est une variante que j'adore. Parce que la dame, elle est sortie, mais là, elle fait plus tant de choses que ça. Et les blancs, eux, ils vont pouvoir se développer en gagnant des tempos sur la dame. Et aussi, et ça, c'est un truc que j'encourage. C5. C5? Fou C5, là. Les noirs jouent fou C5 une fois que le roi est fait. Ouais, ça peut se faire pour faire les menaces de mat, là. Mais en fait, fou C5, je pense pas que ce soit si bon que ça, parce que, hop, je gagne de l'espace. Mais là où je voulais en venir... Attends, j'en étais où aussi? Plutôt
plutôt que d'apprendre des ouvertures par cœur, j'ai pas abordé le sujet. Comment dire? Il y a une époque, je disais que je conseillais pas la CCN aux débutants parce que t'en tirais pas profit. Maintenant, je regrette vraiment d'avoir dit ça. Je pense vraiment que c'est important d'étudier le plus d'ouverture possible, s'ouvrir l'esprit le plus possible pour pouvoir le mieux s'adapter justement dans les situations où ça part dans tous les sens. J'illustrerai mes propos plus tard, mais là, typiquement, sortir la dame, ça a aussi une autre faiblesse qui implique un autre plan possible pour les blancs. Est-ce que vous voyez? Bon, après, pour les ouvertures, éventuellement, effectivement, avant un tournoi, quelques semaines avant un tournoi, c'est bien de pas trop s'éparpiller, de se focaliser que sur quelques ouvertures et de savoir comment bien les faire. Mais dans une logique d'apprentissage, je pense qu'il faut être curieux et toucher un peu à tout, quoi. Et moi, ce que je vois, c'est la dame est partie. Un autre plan possible, c'est essayer de choper ce pion-là avec un cavalier, quoi. Simplement. Pour gagner encore des tempos sur la dame et l'obliger à revenir ou obliger le cavalier à faire des mouvements bizarres. Et je pense avec cette perspective à l'esprit d'analyser, tiens, tel mouvement va créer telle force ou telle faiblesse, je pense que c'est une bonne habitude à avoir. Bon, ici, eh bien, Kieseritzky qui joue les noirs, fait un coup de développement non, il fait pas ça tout de suite, non. Non, là, il fait sa variante un peu connue, qui est un peu moins bien vue aujourd'hui. Bon, l'ordinateur dit que c'est égalité. Comme dit, la période romantique, c'est une période où tout le monde sacrifie à peu près tout, il compte jamais le matériel, et le but, c'est vraiment d'avoir tes pièces prêtes à faire feu pendant que les pièces de ton propre adversaire sont impotentes. Là, ça pourrait être quoi l'objectif de ce coup? Il est plus joué, hein, mais ça sert à quoi? Que pensait Kieseritzky à ce moment-là? À part donner un pion gratuit à son adversaire. Je ne prendrai pas. Je dirais toujours la case F7. Ouais, tu veux garder le fou sur la... Oui, oui. Bah ouais, bah, c'est le but en fait, hein, c'est de dévier le fou vers là. Éventuellement, ça peut avoir un autre objectif de sortir ce fou-là par là. Là, en l'occurrence, Kieseritzky, il a pris. Il a pris. Je pense que c'est le meilleur coup quand même. Et là, il fait un coup de développement normal. Là, à nouveau, un coup de développement normal. Je commence à gagner du tempo sur la dame. Et là, hop, on va commencer à entamer la récupération de ce pion-là. Et là, Kieseritzky fait un truc assez intéressant. Il joue ça. Qu'est-ce que vous jouez, vous, là? Là, on est vraiment dans le tactique, hein. Le positionnel, c'est pour plus tard, hein. Tu peux jouer G4. Tu attaques le cavalier. G4. Je crois que G4, c'est catastrophique. C'est quoi justement le but de ce coup-là? C'est de défendre le... Ouais. Le pion est cloué là. Donc Anderson, qui est lui-même un excellent joueur tactique, qui lui a permis de dominer toute la fin du 19e siècle, joue ça. Et ben, sur cavalier là, il y a prise qui défend le cavalier. Bon. Là-dessus, Kieseritzky joue ça. Et là, il peut mettre son cavalier sur une super case. Maintenant, Kieseritzky, il va se dire, tiens, ce fou-là, je vais le menacer. Je vais faire pousser C6. Et peut-être s'il bouge, je vais peut-être éventuellement penser à une poussée D5. Et là, on est dans la période romantique. Le matériel, on compte pas. Anderson, il s'en fout. Pour le moment, il joue ça. Pourquoi joue-t-il ça? C'est un romantique. Mais encore, que se trame derrière, comme arrière-pensée, derrière l'esprit de ce romantique? De déplacer la tour. Plus tard, ouais. Mais grosso modo, voilà, il menace le cavalier, ce pion-là, il n'est pas prenable, et prise en passant, ben, tu prends la dame, et ça aboutirait à un très léger avantage pour les blancs. C'est un euphémisme. Donc là, Kieseritzky, il n'a pas trop le choix, en plus, il a une seule case pour son cavalier.
c'est celle-là. J'aurais pas pu faire la première façon. La dame tombe derrière. Kizerski joue, Kizerski joue ça. Et là, Anderson, est-ce qu'en bon romantique, il en a quelque chose à faire de son fou qui est en prise? Ben non. Qu'est-ce qu'on peut jouer en ignorant totalement le fait que son propre fou soit en prise? Il attaque la dame. Comment? Avec les pions. Comment? Et à H4. H4, dame prend G4. Le pion, il a attaqué 2 fois maintenant que le cavalier il est sur cette case. Mais du coup, comment on résout ce problème? Quel coup a joué Anderson? Tu l'as dit tout à l'heure. Il joue tour G1. Eh bien, Anderson, il s'en fout de son matériel, il joue tour G1. Alors Kizerski, il dit merci pour le fou. Et Anderson, il dit pas de problème. Et là, on est un peu restreint niveau case pour la dame, il reste que celle-là. Tac. Et là, il fait ça pour supprimer cette case-là. Hop. Et là, il joue ça. Hop. Et là, que menace notre cher Anderson? La dame. Bah, il y a prise, et c'est qu'après, la dame, elle a plus trop de cases. Donc, ouais, il y a la case H4, mais sur H4, il y a tour H1. Et Voilà. la dame n'aura plus de cases. Comment la dame, elle peut préparer une porte Ace barreau? C'est ça le problème. Un G. Et il revient là. Et là, je trouve que cette position, elle est formidable. Vous comptez le matériel, s'il vous plaît? Il est côté noir, le matériel. Ouais. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Maintenant, regardez un peu le développement. Le joueur noir, il est prêt pour recommencer une partie, en fait. C'est formidable. Genre, le joueur blanc, il est ultra actif, machin. Le joueur noir et toutes ses pièces sur ses cases de départ. Bon. Et bien maintenant qu'il a laissé une échappatoire pour sa dame, il joue ça. Tac. La dame, elle est obligée de dégager. Et là, il va commencer à activer ce cavalier. Donc Kizerski s'est dit mince, j'ai développé aucune pièce en une dizaine de coups, je vais peut-être commencer à développer ça et faire une menace sur la tour. Est-ce que... Non, pas tout de suite. Du coup, hop, menace sur la dame, tac. Et là, je vais paraphraser le grand maître Ben Feingold, qui dit que dans cette position, si là, votre première réflexion, c'est comment je vais sauver mes tours, peut-être que le Gambit-Roi, c'est pas une ouverture pour vous. Et là, Anderson, que fait-il? Parce que lui, il s'en fout du matériel, il veut juste faire échec et mat à son adversaire. Là, il y a cavalier. Il va donner, en fait, il donne les 2 tours dans la partie de ma mémoire. C'est ça. Il donne, il sacrifie les 2 tours. Donc, il fait cavalier, c'est 7 échecs. Cavalier à C7. Cavalier C7. Mais du coup, sur cavalier C7, je crois il y a roi D8. Et là, t'as plus trop de jeux. Non, il a mieux. Alors, t'as... Et là, surprise, il y a échec et mat. Prise, échec, tac. Je prends ce pion avec le cavalier, échec. Cette case, elle est bloquée, il va là. Je refais échec, t'as la dame qui sera libérée et échec et mat. Je sais pas si tout le monde a visualisé, mais en fait, après la prise du fou, il y a échec et mat, forcé. Du coup, Kizerski, qui jusqu'à présent, pourtant, il a plutôt bien joué. Hein. Tu vois, là, à chaud, j'ai pas l'impression qu'il ait fait des grosses erreurs. Moi, je sais des coups que j'aurais pu faire, quoi. Là, juste un moment, là, ce moment-là, je crois, il met pas toutes ses chances de son côté. Ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre la tour là avec tempo. Le roi, il arrive sur la deuxième colonne, il remet sa dame là. Il peut éventuellement menacer des perpétuels, machin. Le fou là, tant qu'il est là, je pense, il retient encore quelques tempos avant l'échec et mat. Bon, là, Kizerski décide de faire ça.
Et là, tu as le coup de la partie de Anderson. Qui, ben, moi, j'aurais jamais osé faire ce coup, hein. Je suis trop heureux. Alors que j'aime bien faire des coups un peu fous, quoi. Je suis pas encore assez romantique. Mais que fait Anderson? Parce que là, moi, j'ai peur, quoi. Genre, il y a la dame qui vient. Donc il attaque la dame avec la tour. Non. Non. Il en a rien à faire. Il en a rien à faire de la dame. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire échec et mat. Échec? En C7? Trop lent. C'est trop lent et la dame, elle peut venir couvrir des... Ouais, ou alors un échec. Échec en G7. Il peut y avoir un plan du style... Non, échec en G7, il y a la dame qui couvre. Et justement, il va pallier à ce problème. Mince, la dame, elle protège la case G7. Comment je peux faire pour que la dame, elle protège plus la case G7? Tout en ayant le plus rien à faire possible de tes tours qui sont en prise. Eh ben, Anderson, il joue E5. Et la dame ne peut plus aller en G7. Du coup, Kieseriski s'est dit, bon, je vais prendre cette tour avec un tempo quand même. Et là, c'est trop bizarre parce que le roi, il est plutôt en sécurité là. Hein. Il n'y a plus vraiment d'échec possible. Et là, t'as Kieseriski qui dit, bon, je calcule. Que là, mon roi, il est pas en sécurité. Ok, donc s'il fait cavalier là, mon roi, ça c'est ma seule case. Il remat. Ouais. Donc attends. Ou pire. Voilà, cavalier là, tchac. Roi là, fou là, c'est échec et mat. Donc faut que je couvre cette case là. Et Kieseriski fait ça. Et là encore, Anderson a un coup de génie. Que joue Anderson? Parce que cette case-là, pour le fou, ça marche pas, il y a ce cavalier. Là, mat forcé. Tactique, gagner une partie, plus important aux échecs. Allez, on prend G7. Il est fou à E7. Le cavalier qui prend. Ah oui. Mais de l'autre côté. On reprend avec le... On prend le pion avec la dame. Non, là, mat en deux de coups. l'autre côté, là. Mat en deux coups. Eh bien, on monte à. On met On met la dame à F6. Yes. Dame F6, échec. Le cavalier, il est obligé de prendre ses forcés, cette case est plus couverte, échec et mat. Et c'est la partie la plus célèbre des échecs, je crois, hein, avec l'autre, voilà. ça c'est la. De manière générale, hein. Avec l'immortel, il a toujours jamais Ouais, de plus contre de Morphy. Jean Dufresne, Ouais, en Morphy. Akita avec le Gambi Evans. Ouais, il y a celle-là aussi. On est à combien de temps là? Oh là, j'ai carrément dépassé. Bon. Mais ouais, Anderson, ses parties sont formidables. Et je pense que dans une logique de vouloir progresser aux échecs, voilà, apprendre ce qui se faisait avant pour mieux comprendre ce qui se fait maintenant, je pense que c'est le top.